démarré grâce à Monsieur Ray des Papillons Blancs. Il avait un fils handicapé et Monsieur Cross et Monsieur Lamotte. On a démarré à tout petit. Si vous voulez, le château, c'était une allée. Et autour, il y avait une mare. Et autour, à côté de la mare, il y avait des ronces. La philosophie de l'institution, c'est vraiment de travailler de manière personnalisée avec chaque jeune et également avec sa famille. Les Papillons Blancs ont été créés par une association de parents. Nous nous sommes retrouvés en tant que jeunes parents de 3 filles et un garçon qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. Et donc on prend en compte le besoin de la famille dans sa globalité. On travaille beaucoup sur cette question de la famille et sur à la fois prendre en compte la demande de la personne mais aussi son besoin, ce qui n'est pas toujours la même chose. Pour essayer de faire déjà une association et d'avoir une école pour nos petits, puisque tout le monde il n'y avait pas d'accueil pour eux. Et donc nous avions Monsieur Poupin, Monsieur Lamotte, Monsieur Campagnac, Monsieur Montbouchier et Monsieur Cross qui est arrivé, qui tout de suite a compris notre envie de faire quelque chose et a foncé avec nous depuis le départ. Et c'est lui qui est devenu l'instituteur, enfin vraiment le premier éducateur de Rosette. Madame Leray est arrivée quelque temps après comme secrétaire de mon époux. Et non, elle a eu beaucoup de patience et de compréhension et de boulot. En 1965, un appui essentiel a été apporté par M. Nouvel, président de l'ADAPI de Sarlat. Cette association, déjà structurée, a permis l'achat du château de Rosette avec l'aide de la ville de Bergerac. Ce même achat ayant été transféré ensuite à l'association des Papillons Blancs. Il a su, à mon avis, s'entourer de professionnels. Voilà, de professionnels motivés, c'est-à-dire on n'était pas uniquement des professionnels avec des savoirs. Il a embauché d'abord des gens avec des convictions personnelles, j'allais dire avec une philosophie. Les réunions du départ se sont faites chez nous. Trouver des locaux n'était pas encore dans le vif du sujet. Et les messieurs partaient avec les dossiers sous le bras et ont fait tous les ministères à Paris avec leurs dossiers. Ils avaient tellement la foi qu'ils ont été écoutés et puis ça a marché. La force de ce groupe de parents, voilà, je pense que ça doit être assez rare de retrouver un groupe de parents aussi présent, Monsieur Ray en particulier, mais enfin il n'était pas tout seul, mais qui a porté ce projet avec beaucoup de conviction, voilà, avec des valeurs. On a su que Monsieur Julien était parent, enfin, avait cette propriété et qui était à vendre. Le château s'est acheté et c'était idéal, quoi. Et alors nous nous sommes retrouvés alors après avec toutes les familles, les parents intéressés et à nettoyer, à gratter, à préparer, à faire les cuisines, à faire les trucs. Là oui, mon mari a beaucoup participé puisqu'on avait un tracteur, une remorque, tout ce qu'il fallait. Donc là il fallait faire beaucoup de travaux. Et là, oui, on a participé. Le CAT qui a la Saint-Christophe, on allait le dimanche au début avec monsieur et madame Cross, monsieur et madame Ray, madame Cross et monsieur Ray, il y a eu un article, je sais pas, ils faisaient la soupe le dimanche et nous on bossait là. Voilà, on faisait la popote. Alors là, il y avait une anecdote, tiens là aussi, maintenant on ne pourrait pas faire ça. On avait fait des haricots la veille, et puis le lendemain, les haricots, c'était tout juste si... Bon, on a mis du bicarbonate dedans et puis ça a passé. Haricots verts aussi, voilà. Bon, on a bien ri, mais pas trop quand même. La mairie nous avait ouvert ses portes. Et alors les petits bureaux, tous les objets, tout ce qui... Et on a grassé ça le dimanche et on a préparé les classes comme ça. C'était très très émouvant. Sympa. Ah, c'était sympa, oui. Son rôle principal, c'était d'aller voir les familles, voilà, d'aller recruter à ce moment-là
puisque c'était le début. Recruter où on savait qu'il y avait des familles qui avaient un enfant handicapé. Alors déjà on était arrivé à 32 enfants, on fait l'ouverture du centre. Et après, au fur et à mesure des années, oui, et je revoyais, ça a été très vite, le nombre augmentait beaucoup très vite des jeunes enfants. On était tellement euphorique qu'il y ait quelque chose que ça se passait très bien. Et puis on était une petite équipe, on s'entendait très bien. Et quand il y avait les soirées, elles se finissaient souvent chez nous parce qu'on était à la campagne, c'était bien. Voilà. Les enfants sont partis en autocar et déjà tout s'était bien refait. Un chauffeur, Michel Chadoun. Michel Chadoun, qui était le premier chauffeur. Oui, alors je faisais le ramassage scolaire et quand j'ai fini il y avait 5 cars, non 4 cars. Et mon car il était marqué Chacha, c'était le seul. De ton fils? Et alors, dites-moi, c'était en quelle année? Mais c'était en 65. En 65. Le petit cartable, la blouse, enfin c'était à l'époque, il y avait encore une blouse grise. Voilà, il y avait le petit tablier. Et alors il est parti. Mais c'était le même jour que l'entrée scolaire des enfants. Donc je m'appelle Margaret Lacombe. Je suis entrée au Papillon Blanc le 15 mars 1968 à l'ouverture de la section professionnelle en tant que monitrice d'enseignement ménager. Donc j'accueillais des jeunes entre 14 et 16 ans jusqu'à 20 ans à peu près. Et donc j'ai pris ce poste en 81 et j'ai exercé en tant qu'orthophoniste au Papillon Blanc jusqu'en 94, décembre 94. Oui, dans mon parcours au niveau de l'IME de Rosette, il représente à peu près la moitié de ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé au CAT de 1973 à 1993, et de 1993 à 2010, où je suis parti à la retraite, j'ai dirigé le secteur enfant des Papillons Blancs. Le moment fort, ça a été la construction des nouveaux bâtiments. J'ai pu, pendant les 17 années passées dans le secteur enfant, reprendre tous les projets d'établissement, créer des structures comme le CESAD, transformer une structure comme Regain en structure spécialisée dans l'accueil d'autistes. Mais les bâtiments, on n'avait jamais pu refaire les bâtiments. Et voilà. Et donc, depuis plusieurs années, j'essayais de me battre pour essayer de repenser tout ça, de repenser ce site. Et voilà, quand je suis parti à la retraite en 2010, j'ai laissé un site tout neuf et je ne l'ai jamais habité puisque je suis parti à la retraite avant le déménagement de façon à ce que mon fantôme ne soit pas dans les placards.
n'avons pas un rôle thérapeutique, mais nous prenons soin de la personne. Voilà. Hier, c'était mercredi. Et vert, voilà, pour la beauté. Super. Bon. Ah, super. Merci. Donne-la, Julie. Merci. Oui, il faut se rappeler que dans les années 68-70, la personne porteuse de handicap n'était pas reconnue, elle était cachée, il ne fallait pas en parler. Même les voisins ne savaient pas qu'il y avait un enfant handicapé dans la maison. À l'IME, il y avait un seul enseignant pour 82 enfants et que tout le versant scolaire et acquisition du langage écrit était complètement occulté. Donc dans les années 90, début des années 90, moi en tant qu'orthophoniste, j'ai travaillé là-dessus, sur comment amener ces enfants-là vers des acquisitions de langage écrit et pas uniquement travailler le langage oral des enfants trisomiques, ce qui était ma mission au démarrage. On continue? Allez, c'est possible ou pas? Effectivement, depuis 50 ans, le secteur professionnel a beaucoup évolué sous l'impulsion de différentes réglementations et s'est beaucoup professionnalisé. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas une seule personne qui prend en charge des enfants qui ne soit pas qualifiée, que ce soit des éducateurs dans le domaine éducatif, que ce soit sur le plan pédagogique avec des enseignants qui ont une spécialisation. L'atelier de l'oculomotricité qui fait travailler tout le regard, absolument indispensable dans la communication, le regard fait partie de la communication. Un travail spécifique sur la motricité fine, sur la prosupination, sur la statique vertébrale, toutes ces choses-là. On a développé tout ça à ce moment-là. Des exigences au niveau de la qualification des personnes. On a également tout un arsenal réglementaire qui nous impose certaines choses, comme la personnalisation des projets, la mise en place de la démarche qualité sur les établissements, ou encore la démarche d'évaluation. Ce qui a changé, c'est effectivement le fait que peu à peu ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire que les métiers éducatifs sont des métiers jeunes. Les formations sont relativement récentes, elles datent à peu près de la création des IME. Et au début, on demandait à un éducateur d'être un bon père de famille. Et peu à peu, ça a quand même beaucoup évolué vers plus de professionnalisation, plus de technicité. Voilà, très bien. À partir de 1995, on a fait intervenir une spécialiste, par exemple, des pathologies génétiques, de la trisomie 21, mais des syndromes assimilés, qui venait 3 fois une semaine par an à Rosette pour former tous les professionnels, d'abord à la symptomatologie de la pathologie et ensuite aux différentes techniques. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a un service spécialisé dans la prise en charge des enfants et adolescents autistes, et ça c'est vrai que c'est assez important dans le département. Il y a peu de structures qui ont autant d'ancienneté dans la prise en charge de cette pathologie-là.
Les méthodes de prise en charge, que ce soit sur un plan éducatif ou thérapeutique, sont assez récentes. Et nous, on a quand même une certaine expérience maintenant et surtout une dimension importante puisqu'on a un agrément spécialisé pour 40 places. Toutes les prises en charge sont individualisées. On construit un projet personnalisé pour chaque personne accueillie ici. Mise en place d'une hygiène alimentaire spécifique du fait de leurs troubles métaboliques, de façon à ce qu'ils assimilent mieux les aliments et qu'ils aient mieux les nutriments tout au long de l'année. Sur le plan de la restauration, on a notre propre cuisine, ce qui nous permet d'avoir une certaine souplesse s'il y a des besoins particuliers, ce qui est le cas, puisque nous on travaille beaucoup avec des enfants qui sont porteurs de maladies génétiques type trisomie 21 ou syndrome apparenté. Et c'est vrai qu'il y a des besoins particuliers par rapport à ces enfants-là, donc on propose des choses spécifiques. Et puis évidemment, on peut aussi s'adapter, et on s'adapte à toute prescription médicale pour tel ou tel régime. Et puis que maintenant, ils ont quand même reçu une éducation, ils sortent et tout, c'est plus facile finalement. Là, il est heureux. C'est-à-dire que là, Parce qu'en fait, pour moi, ce qui fait qu'un enfant va à l'IME, c'est pas qu'il est moins bon qu'un autre, c'est qu'il est en souffrance dans le milieu où il est. Voilà. Quand un enfant est en souffrance en école primaire ou en souffrance au collège, effectivement, l'IME, c'est un milieu plus protecteur. Les mains d'Auréline. Si tu veux que je m'occupe un peu de toi, je te fais. C'est pas parce qu'on est une structure spécialisée qui accueille des personnes handicapées ensemble que pour autant on ne va pas travailler le lien avec le milieu ordinaire. Donc c'est vrai que de plus en plus on développe des initiatives avec des écoles, avec des centres de loisirs, avec toute structure à l'extérieur, de manière à ce que ces jeunes soient aussi familiarisés avec leur environnement extérieur. À l'IME, le premier travail, c'est surtout de les rendre le plus autonomes possible. Voilà. Et pour les rendre le plus autonomes possible, il faut d'abord leur apprendre les codes sociaux, leur apprendre les règles relationnelles.
Effectivement, l'IMPRO, où on a des apprentissages, il est traditionnellement pensé pour préparer les jeunes aux ESAT des papillons blancs. Pour autant, on s'aperçoit que depuis quelques années, on a une population qui est très diversifiée, avec des attentes et des profils très différents. Et donc ça nous amène à repenser les choses et à élargir un peu le champ des possibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de jeunes qui ont pour projet d'aller dans les ESAT, mais pas seulement. On peut avoir aussi des jeunes qui intègrent le milieu ordinaire. On travaille par exemple de plus en plus régulièrement avec le CFA, qui intègre des jeunes dans leur cursus. Ici, on a une unité d'enseignement qui est interne, c'est-à-dire qu'on a nos enseignants sur site, mais de plus en plus, on essaye de travailler avec les équipes enseignantes et donc on a des partenariats avec différentes écoles. On est bien au bon numéro. En tout cas, nous, on est roulés. Les enfants viennent ici et profitent de notre beau plateau sportif pour faire des activités physiques et sportives en commun avec les jeunes de l'IME. Donc l'intérêt, c'est que c'est valorisant pour les jeunes d'ici. Ça change le regard des jeunes de l'école sur le handicap et donc ça permet à tout le monde qu'il y ait un brassage qui est intéressant. Avec les enfants de l'IME, nous avons pratiqué le roller. Donc là, ça a vraiment sollicité tout le monde au niveau de l'entraide, de la solidarité. Alors je crois qu'il faut qu'on continue, nous, à être dans cette préoccupation de personnaliser la prise en charge, d'avoir le plus de souplesse possible dans la prise en charge, en n'hésitant pas parfois à construire des projets aussi avec d'autres partenaires. On peut tout à fait travailler avec un hôpital de jour, avec une école, avec toute structure extérieure et de la créativité aussi. C'est quelque chose que je souhaite que les équipes aient, les équipes l'ont d'ailleurs. C'est-à-dire que voilà, quand il y a des besoins particuliers, à un moment donné, peut-être que ce ne sera pas 35 heures d'IME, peut-être qu'il faudra autre chose. Et donc il ne faut pas hésiter à inventer.
énormément apporté sur un plan humain, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ma passion, c'est vrai que c'est la carrière professionnelle, mais c'est aussi cette population, c'est d'une grande richesse.